Bien, merci beaucoup pour cette invitation. C'est pour la deuxième fois maintenant que je viens ici dans cet espace pour réfléchir ensemble sur cette histoire particulière de la guerre d'Algérie. Et donc là, plus particulièrement maintenant sur le problème des mémoires autour de la guerre d'Algérie, comme Tramor vient de lancer ce débat. Je dirais que sur cette question des mémoires, j'avais commencé à écrire en 1991, il y a 25 ans, un livre qui s'appelle La gangrène et l'oubli, qui déjà à l'époque essayait de dresser une sorte d'inventaire, de typologie des mémoires blessées de cette guerre, en espérant à l'époque, en 1991, en espérant que par la connaissance historique, le développement du savoir, eh bien, cela permettrait de dresser des passerelles, des ponts, des circulations. Et dans un second ouvrage que j'avais publié en 2005, il y a, je sais plus maintenant, une vingtaine d'années, j'avais dressé l'inventaire de tous les ouvrages traités de l'histoire de la guerre d'Algérie, en essayant d'oublier personne. Parce que lorsqu'on parle de cette séquence d'histoire, il faut essayer de n'oublier personne. Alors on a parlé ce matin, bien sûr, des pieds noirs de l'Algérie française, des pieds noirs progressistes. On a parlé bien sûr des soldats, on a parlé des officiers, au sens large, bien entendu, qui sont très importants, 1,5 million, 2 millions de jeunes, qui avaient 20 ans et qui ont fait cette guerre d'Algérie. On a parlé des immigrés algériens en France, ça a été abordé. On a parlé bien sûr des harkis, qui ont été mis dans la situation que l'on connaît. Et puis il y a les porteurs de valises, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier, ceux qui ont été engagés du côté de l'indépendance algérienne, et puis il y a aussi ceux qui étaient contre l'indépendance algérienne en France, et qui ont construit ce qu'on appelle l'OAS Métro. Puis il y a les intellectuels français qui ont combattu, soit d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, il y avait Sartre, bien sûr, il y avait Raymond Aron, bien sûr, il y avait Albert Camus. Je pourrais comme ça continuer indéfiniment à traiter des grands groupes, des sous-groupes, et puis des sous-sous-groupes. Mais il y a un groupe quand même qu'il ne faudrait pas oublier dans cette histoire commune de la guerre d'Algérie, et ce grand groupe, ce sont quand même les Algériens eux-mêmes. Parce que les Algériens eux-mêmes, c'est plusieurs millions de personnes, et qui ont subi cette guerre, et qui l'ont vécue de manière très dure, avec 2 millions de paysans algériens déplacés par l'armée française, c'est quand même considérable. Sans compter, bien sûr, toutes les exactions qui ont, je ne vais pas ici faire un répertoire de tout ce qui a été enduré par la société algérienne, majoritairement paysanne, ça il ne faut pas l'oublier, à 90%, avec une guerre d'Algérie qui s'est passée dans les campagnes. Donc c'est un groupe gigantesque, ce sont ceux des paysans algériens, et ils commencent à sortir aussi des témoignages. Je pense en particulier au très beau livre de Slimane Zeridour, qui est sorti cette année aux éditions Les Arènes, qui était enfant au moment de la guerre d'Algérie et qui raconte comment, dans un village, avec sa famille, ils ont été déplacés, déportés par l'armée française en 1960-61. Le livre s'appelle Sors, la route t'attend, c'est aux éditions Les Arènes. Je vous conseille de lire ce livre, il est absolument magnifique, parce qu'il raconte, la vie quotidienne des paysans, la vie quotidienne des paysans algériens pendant la guerre d'Algérie, le rapport à l'armée française, aux officiers, enfin bref, il y a tout un panorama qui est fait là, et il faudrait effectivement, lorsqu'il y a des réunions sur la mémoire de la guerre d'Algérie en France, ne jamais oublier les Algériens eux-mêmes, parce qu'ils sont partie prenante de cette histoire, ils sont dans cette histoire. Je ne vois pas comment ils pourraient, encore une fois, être à l'extérieur de cette histoire, dans une sorte de dynamique entre eux et nous. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a aussi cette interaction permanente. Donc la première chose que je voulais signaler simplement en introduction. La deuxième chose, c'est que dans cette histoire difficile, dans les rapports franco-algériens, il y a des rapports qui existent d'État à État, vous le savez, la récente visite du président de la République à Alger démontre, dénote qu'il y a une coopération importante en matière sécuritaire, en matière migratoire, en matière économique, et que les choses sont très fortes, disons, dans les relations d'État à État entre la France et l'Algérie. Mais il y a effectivement cette question mémorielle qui continue de se poser, de se placer, presque non pas au cœur, mais comme comme une sorte de grande épine dans le cœur des deux histoires, des deux nations françaises et algériennes. Et c'est cette question aussi sur laquelle il faut s'interroger. Est-ce que, et pourquoi, 60 ans après,
l'indépendance de l'Algérie, après l'avalanche de livres autour de la mémoire, autour de l'histoire de la guerre. Beaucoup d'historiens ont travaillé sur la guerre d'Algérie. Je pense naturellement à Gilbert Meignet, qui vient de nous quitter cette semaine, qui a produit une œuvre absolument monumentale sur cette histoire algérienne. Donc il y a beaucoup de travaux qui existent, qui ont été produits, etc. Mais pourquoi on a encore, disons, cette difficulté? Alors bon, il y a l'explication immédiate, la non-reconnaissance, bon, ça a été dit dans la salle, bon, encore que, je veux dire, il y a eu des reconnaissances par la France du massacre de Sétif et de Guelmant en 2005, la reconnaissance de 2008, la reconnaissance sur 17 octobre. Des déclarations ont été faites, y compris qui ont posé problème sur la question de crimes contre l'humanité, etc. Mais je crois qu'il faut aller plus loin dans la réflexion sur cette difficulté, enfin c'est mon point de vue, sur cette difficulté à soigner, entre guillemets, ces mémoires blessées. Je crois que si on veut aller plus loin, c'est que cette séparation mémorielle, cette difficulté à traiter cette question, elle ne vient pas simplement de la guerre d'Algérie, mais elle vient de l'histoire coloniale. Et elle n'est pas simplement de l'histoire coloniale au sens général, mais de l'histoire de la conquête de l'Algérie, c'est-à-dire de la première guerre d'Algérie, celle des années 1830-1871, et qui a duré 40 ans. 40 ans de conquête. Je dis cela parce que, vous savez, il y a l'histoire de la restitution des crânes, donc, qui a été réclamée à la suite d'une intervention des historiens, des chercheurs algériens, des crânes qui sont déposés au musée de l'Homme, une pétition que j'ai signée avec d'autres historiens français et algériens, et qui, normalement, devraient être restitués à l'Algérie dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et cet épisode, entre guillemets, sanglant des crânes, elle réveille en fait une mémoire qui est celle de la conquête de l'Algérie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette séquence d'histoire, parce que ces fameux crânes de résistants algériens datent de 1849, c'est-à-dire 2 ans après la reddition de l'émir Abdelkader. C'est-à-dire qu'on pensait qu'avec la reddition de l'émir Abdelkader, l'histoire s'était arrêtée et que, dans le fond, la France établissait sa souveraineté politique et culturelle sur l'ensemble, disons, du territoire algérien. C'est du moins ce qui est enseigné très largement maintenant dans les manuels d'histoire en France, mais aussi en Algérie, avec la grande figure de l'émir Abdelkader au centre, disons, d'un dispositif mémoriel et historique. Bien, ce n'est pas tout à fait la réalité. Ce n'est pas tout à fait la réalité, même ce n'est pas la réalité du tout, parce que cette guerre de conquête, elle s'est encore poursuivie pendant presque 20 ans après la reddition de l'émir Abdelkader. Ce qui est absolument incroyable. La révolte de 1849, dans le sud constantinois, dont il est fait état dans cette histoire des crânes restitués, avec le Cheikh Bouziane et son fils qui ont été donc arrêtés, exécutés, décapités, et dont les crânes ont été montrés à la population de Biskra en 1849, c'est postérieur à la reddition de l'émir Abdelkader. Ça veut dire qu'il y a eu encore, après cette reddition, des révoltes en 1849, des dissidences en 1851, puis jusqu'à la grande révolte en Kabylie, notamment de 1871, qui est une immense révolte qui a été réprimée très 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 durement. Bref, pourquoi je dis tout cela? C'est parce qu'en grande partie, ce qu'on appelle le nationalisme politique français, et c'est en grande partie construit sur l'empire colonial, tout au long du XIXe siècle, ce qu'on appelle le nationalisme politique. C'est la grandeur de l'empire. C'est le fait d'étendre des territoires avec des frontières qui vont jusqu'au Mali, jusqu'au Niger, avec l'Indochine, bien sûr. Et on a une grandeur, entre guillemets, française, qui se fonde, qui s'adosse à la question coloniale, et particulièrement à la question algérienne. Parce que l'Algérie, c'est 5 fois la France avec le Sahara, qui sera en fait définitivement conquis seulement au début du XXe siècle. Le Sahara, disons, appartient entre guillemets à la France pratiquement dans les années 1902-1903. C'était bien plus tard, après l'arrivée française de 1830. À tel point, d'ailleurs, petite parenthèse, que les Juifs du Mzab, qui étaient précisément cachés
au fin fond du désert saharien, n'ont jamais eu la nationalité française donnée par les écrits crémieux de 1870. Ils ne l'obtiendront qu'en 1963, lorsqu'ils vont arriver en France, parce qu'ils avaient été oubliés dans la conquête coloniale, qui avait été très tardive au Sahara. Bon, c'est une petite parenthèse personnelle qui vous prouve des décalages, disons, de chronologie historique assez intéressants, pour vraiment cette parenthèse. Donc tout ça pour vous dire que c'est très difficile d'aborder, de discuter de ces questions-là, parce que c'est beaucoup plus profond que le simple, disons, épisode sanglant, certes, de la guerre d'indépendance ou de la guerre d'Algérie. C'est plus profond que ça. Ça touche à la question de la fabrication du nationalisme. Et la perte, entre guillemets, de l'Algérie française, par la France, en 1962, c'est une blessure d'un sentiment nationaliste par rapport à ce qu'est la perte de l'Empire, et de la grandeur de l'Empire. C'est pas simplement, disons, un épisode comme un autre. Hein, d'où le fait que vous avez eu des réactions, comme vous le savez, à la fin de cette histoire, en 62, des réactions très violentes, qui sont allées jusqu'à la volonté de tuer le chef de l'État, c'est-à-dire le général de Gaulle. C'est-à-dire que ça a été quand même très très loin. C'était pas quelque chose qui était vécu simplement comme la perte, disons, d'un territoire lointain, ou comme une décolonisation semblable à ce qui s'était passé au Maroc ou à la Tunisie, ou à d'autres pays d'Afrique noire. Non, c'était beaucoup plus important que ça. Ça touchait, disons, à ce qui était la représentation de la nation. C'est-à-dire la nation constituée, pratiquement, comme le disait de Gaulle, mais cette fois-ci en 58, de Dunkerque à Tamanrasset. Hein, c'était ça, la France. Et donc, à partir de là, l'impossibilité, la difficulté à aborder par l'éducation, par le cinéma, par l'instruction, tout ce qu'a évoqué Tramor, est quand même très lourde. Et en face, du côté algérien, il est bien évident que le nationalisme algérien lui-même aussi s'est construit sur le refus de cette présence coloniale, articulé autour, bien sûr, sur le fait de magnifier l'émir Abdelkader dans son processus à la fois non seulement de résistance, mais d'unité et d'unification du pays, donc de construction d'un État, hein, fondamentalement, et qui se termine bien sûr par la guerre d'indépendance qui légitime la nation. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, cette histoire algérienne apparaît comme une sorte de légitimation des nations, quelque part. Une nation qui se construit, qui émerge, qui est la nation algérienne, et qui va, bien sûr, tout au long, ensuite, du XXe siècle, avec tous ces leaders politiques, je ne vais pas ici tous les énumérer, mais Sami Hadj, Ben Badi, Ferhat Abbas, jusqu'à Aïd Ahmed, Boudiaf, etc., qui, en fait, sont les artisans d'une nation constituée dans le temps, dans la durée historique. Et puis, en face, bien sûr, vous avez le sentiment de l'abandon, voire de la trahison, qui est en corrélation avec la perte ou la fin de l'Algérie française. Et donc vous avez un choc de deux nationalismes. Hein, c'est ça aussi qui est très important à analyser, hein, cette espèce de choc entre deux nationalismes, et qui vont provoquer, dans les définitions de nation, eh ben, des guerres civiles intérieures. Des guerres civiles intérieures. Parce que la question, disons, de la fin de l'Algérie française, en France, va se traduire véritablement par une amorce de guerre civile. C'est-à-dire avec la création de l'OS, c'est pas simplement, disons, des groupes marginaux, annexes, etc. Non, l'OS sont des groupes qui sont issus directement de l'appareil d'État, d'une fraction de l'armée française, hein, qui refuse, disons, la situation à l'issue du putsch raté de 1961, d'avril 1961. Donc c'est une fraction de l'État, c'est une fraction de l'appareil d'État. C'est pour ça qu'on peut parler d'une sorte d'amorce de guerre civile intérieure. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des groupes qui se battent de manière marginale par rapport à l'existence de la nation. Ce sont des groupes qui sont dans la nation, dans le rapport à l'État. Hein, c'est ça qui est très très compliqué, qui est très difficile à analyser. Mais du côté algérien, il y a aussi le problème de la définition d'une guerre intérieure, par exemple dans l'été 62. Lorsque je ne parle pas de la guerre elle-même, mais de l'immédiate après-guerre, lorsque vous avez dans l'été 62 des groupes qui s'opposent pour la prise du pouvoir en Algérie, qui d'ailleurs, par parenthèse,
nous montre que l'autorité de l'État algérien est loin d'être établie à l'été 62, hein, par parenthèse. Ça, c'est encore une autre discussion qu'il faudrait avoir, mais toute une série de dirigeants politiques comme Boudia, Faïd Ahmed, Ali Haroun, Omar Boudaoud, enfin, je ne vais pas tous les citer, ont été écartés de la scène politique, et ils ne reviendront sur la scène politique algérienne, donc dans la définition qu'ils ont d'une nation, que 30 ans plus tard. Hein, c'est 30 ans après qu'ils reviendront sur le devant de la scène politique algérienne, à la faveur d'ailleurs d'événements tragiques, hein, qui sont la décennie sanglante algérienne sur des années 90-2000. Donc c'est aussi toute la difficulté algérienne à regarder cette histoire nationale en face, parce que vous avez effectivement derrière une tragédie, une autre qui va se superposer de manière très rapide à 30 ans de distance. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est très difficile aussi à appréhender. Bref, pour ne pas faire trop long, pour ne pas dire, la question, disons, de la fragmentation mémorielle, de la question de séparation de mémoire, elle est le produit, à mon sens, de la redéfinition des nationalismes politiques algériens et français. Et elle fabrique ce qu'on pourrait appeler, ce que je pourrais appeler quelque part des histoires parallèles. C'est-à-dire une histoire française et une histoire algérienne qui ont un rapport au monde, un rapport à la colonisation, un rapport à l'histoire qui n'est pas le même. C'est pas le même rapport. Je veux dire, le rapport algérien à l'histoire coloniale, bon, bah, c'est le rapport d'une société dominée qui finira par vaincre. Bon. Et le rapport de la société française à l'histoire coloniale, c'est une société qui a dominé et qui finira, disons, par être battue, entre guillemets. Et à partir de là, vous avez deux rapports au monde, deux rapports à l'histoire, qui sont très différents, qui ne peuvent pas être appréhendés de la même manière, malgré tous les efforts. Alors il y a des passerelles, il y a des hommes-ponts ou femmes qui essayent d'établir des relations, etc. Mais au fond, vous avez effectivement cette quasi-impossibilité, je le dis là tranquillement, d'écrire une histoire commune par rapport à la question coloniale. C'est quasiment impossible, c'est très difficile. Vous pouvez faire beaucoup de gestes, de reconnaissance, de restitution, etc. Mais le problème, c'est qu'il va falloir beaucoup de temps, en fait, pour faire en sorte que cette histoire, non pas soit commune, parce que je ne crois pas, parce que ce n'est pas le même rapport au monde, mais qu'elle soit partagée. C'est pas pareil, hein, l'histoire commune et l'histoire partagée. Parce que l'histoire ne pourra jamais être commune, fondamentalement. Parce qu'encore une fois, le rapport au monde n'est pas le même. Alors évidemment, encore une fois, il y a des personnes qui font l'effort du franchissement de miroir, qui sont des hommes-ponts, encore une fois, je précise tout ça. Mais je parle de la masse des sociétés. Hein, dans la masse des sociétés, hein, que ce soit en Algérie ou en France, il y a ce rapport qui n'est pas le même dans le rapport à l'histoire coloniale, au système colonial, etc. Ça, c'est un aspect fort et qui donne ce côté, disons, d'histoire parallèle permanente. D'histoires parallèles qui sont en permanence, qui cheminent presque en permanence. Alors, à partir de là, il y a une autre difficulté. C'est qu'à l'intérieur de ces histoires parallèles, vous avez une fragmentation des mémoires, dans la société française comme dans la société algérienne, qui ne se résorbent pas vraiment. C'est-à-dire des mémoires qui ne se reconnaissent pas, disons, dans les États tels qu'ils ont fonctionné après la guerre d'Algérie. Et c'est encore très compliqué. C'est-à-dire que vous avez en France, effectivement, des groupes qui n'admettent pas l'histoire accomplie, qui n'admettent pas la question de la décolonisation. Bon, ça a été dit par Trabord, je n'y reviens pas. Moi-même, j'ai écrit un bouquin là-dessus qui est sorti en 2015, qui s'appelle « Les mémoires dangereuses ». Donc je vous renvoie à cet ouvrage, un dialogue avec Alexis Génie, hein, sur ces questions-là. Ça, c'est dans la société française. Mais vous avez aussi dans la société algérienne la tentation de la fragmentation, avec l'émergence de questions comme par exemple la question berbère en Algérie. Les manifestations, les revendications identitaires, les défis lancés à l'État centralisé, jugés comme autoritaires, ça aussi, ce sont des mémoires, disons, mal cicatrisées, hein, qui ne reconnaissent pas l'existence d'un jacobinisme politique, qui ne reconnaissent pas la centralité politique, l'homogénéité de la nation. Donc, on a en plus des histoires parallèles issues d'une vision différente de l'histoire coloniale, vous avez des mémoires qui gère mal le post-colonial, c'est-à-dire de l'après-colonial, hein, dans la fabrication de l'État. Alors, pour conclure, je dirais que ce tableau, un tableau difficile, signifie pas, bien entendu, que tout doit rester en l'état. Mais moi, je suis bien obligé, au bout de tant d'années de travail,
ces questions-là, moi j'en parlais beaucoup avec Gilbert Mignet, avec Mohamed Arbi bien sûr, sur cette quasi-impossibilité de l'histoire commune, cette difficulté à faire ce fameux manuel d'histoire commun, vous savez, ce fameux fantasme qu'on a. Dans le fond, pourquoi en France vous n'avez pas le manuel scolaire franco-allemand, comme il existe, le manuel franco-allemand, pourquoi, etc. On en est arrivé à la conclusion que c'était pratiquement impossible, parce que c'était pas la même histoire du tout, parce que les Français sont restés 132 ans en Algérie, c'est pas 4 ans, 132 ans, et que ça a créé des complexités de définition nationale inextricables, et que par conséquent, les rapports de l'histoire à la colonisation ne peuvent pas être les mêmes. Mais en dépit de cela, je le disais déjà, en dépit de cela, il y a quand même des partages communs. Il y a des éducations communes sur la longue durée qu'il faut avoir, au niveau, par exemple, des productions cinématographiques, au niveau des productions télévisuelles, au niveau des gestes politiques mémoriels, bien sûr, il ne faut absolument pas les sous-estimer, les déclarations, la valorisation des discours prononcés, qui très souvent sont très peu connus. Il y a des discours qui sont faits, il y a des actes qui sont faits, et qui sont complètement inconnus, je veux dire, qui ne sont pas médiatisés, disons, dans la société française. Le président de la République, qui était à Alger, a beaucoup parlé de ces questions coloniales. Le problème qu'il a eu, c'est que c'était la mort de Johnny Hallyday. Donc à partir de là, tout ça est passé à la trappe, personne n'a rien lu là-dessus. Vous-même, je pense que vous n'avez dû rien lire du tout là-dessus. Donc je vous conseille d'aller vous reporter sur les sites officiels pour voir les discours officiels qui ont été faits, tant du côté français que du côté algérien, sur cette question-là, parce que sinon, après, il y a toujours des mains qui se lèvent pour dire rien n'est dit, c'est le silence partout, rien n'a été prononcé, etc. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même des discours, il y a des livres, il y a des travaux, mais pourtant il y a des mémoires qui saignent. Donc ça veut dire qu'il y a un examen plus profond qu'il faut faire, et puis ne pas lâcher le fil sur les travaux historiques. Ça, c'est ça le problème, il ne faut pas lâcher le fil. Je termine sur l'épisode des crânes, parce que c'est important. Parce que pour la première fois, à travers cette bataille autour de la restitution des crânes, c'est pas tant la valeur symbolique que ça représente, mais ça révèle un pan d'histoire française absolument inconnu. La conquête, la première guerre d'Algérie. Et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on porte à la connaissance du plus grand nombre ce qu'a été l'entreprise de conquête, avec les grands officiers français, Saint-Arnaud, Bugeaud, Camp-Robert, je ne vais pas tous les citer, dont beaucoup de noms de rues existent en France et qui ont été des moments absolument sanglants de l'histoire intérieure française. Je vous remercie. Merci Benjamin. Je vous demanderai de poser des questions assez concises pour me poser plusieurs. Bonjour, j'aurais une petite question à l'attention de M. Benjamin Stora. Je suis un gamin de 8 ans, en 1958, dans une petite école communale parisienne. J'étudie la conquête de l'Algérie sur ce bouquin, qui est un livre d'histoire, un manuel d'histoire de l'époque. Je le tiens à la disposition des élèves du lycée Notre-Dame des Oiseaux. J'avais une toute petite question concise à l'attention de M. Stora, une question de vocabulaire. Pourquoi ne parle-t-on jamais, ou rarement, de révolution algérienne? Vous voulez que je réponde tout de suite là-dessus? Le terme même de révolution algérienne a posé problème, bien sûr, aux Français qui entendaient lier l'histoire d'une nation algérienne séparée de la France. Donc ça, c'était bien sûr venant des partisans de l'Algérie française, qui étaient très nombreux dans la sphère idéologique dans les années 50. La majorité des universitaires français, ça on ne le sait pas, mais étaient favorables à l'Algérie française. Parce que nous, on a gardé le souvenir Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, etc. Mais il y a une pétition qui avait été initiée par Jacques Soustel en 1960 en faveur de l'Algérie française et qui a recueilli des milliers de signatures d'universitaires français. Terminons la parenthèse. Parce que ça, on a oublié, ça n'existe plus, enfin bon, etc. C'est normal. Fermons cette parenthèse. Donc il y avait effectivement cette négation-là. Mais du côté algérien, l'utilisation du terme, du mot, disons, est problématique. Parce qu'il y a, à chaque fois qu'on pose des questions, il faut aussi réfléchir comment ça se passe du côté algérien. Du côté algérien, le mot qui s'est imposé, ce n'est pas le mot de révolution algérienne, c'est celui de guerre de libération nationale.
Ça, c'est dans le vocabulaire algérien d'aujourd'hui. La guerre de libération nationale, c'est-à-dire la reconquête d'une souveraineté perdue par la colonisation et qu'il s'agit de reconquérir. Mais chez certains Algériens, il y a eu la volonté, effectivement, entre guillemets, de durcir ce terme par le terme de révolution algérienne. C'est-à-dire qu'il y avait ces deux termes qui s'affrontaient, en fait, entre guerre de libération nationale, donc ce n'est qu'une guerre de libération nationale, dans le fond, et puis ceux qui disaient au contraire, non, c'est plus qu'une guerre de libération nationale, c'est une révolution. Hein, c'est une révolution radicale qui doit permettre de tout changer, les rapports sociaux, les rapports culturels, les rapports hommes-femmes, etc., etc. Ville-campagne, enfin bref. Vous aviez ces deux termes, hein, disons, qui s'opposent. Et au milieu, les choses sont très compliquées, comme une sorte de compromis culturel entre guerre de libération nationale et révolution algérienne, est venu un terme progressivement qui s'est imposé en Algérie et qui a traversé la Méditerranée, et qui est celui de guerre d'indépendance algérienne. C'est un troisième terme, qui est venu comme une sorte, entre guillemets, de compromis entre guerre de libération nationale et révolution algérienne. Et ça, le terme de guerre d'indépendance existe maintenant de plus en plus dans le vocabulaire algérien journalistique. Alors évidemment, ça c'est du côté algérien. Du côté français, on en est resté en fait à un seul terme, qui est guerre d'Algérie. Voilà. Il n'y a pas eu, disons, d'approfondissement. Mais en France, il y a une progression dans les esprits du terme de guerre d'indépendance algérienne. C'est-à-dire qu'on découvre maintenant ce terme beaucoup plus qu'auparavant, notamment dans les manuels scolaires français. Dans les manuels scolaires, dans les nouveaux manuels scolaires français, on utilise le terme de guerre d'indépendance algérienne. De plus en plus. Vous voyez qu'il y a, sur les termes, il y a un éventail qui est large. Il y a une histoire du terme. Parce que le mot même guerre d'Algérie, dans le fond, on a cru pendant très longtemps en France qu'il n'existait pas, que c'était occulté. C'est pas vrai. Le mot guerre d'Algérie est apparu pour la première fois en France en 1956 dans les débats à l'Assemblée nationale sur la question du vote des pouvoirs spéciaux. Et là, vous aviez tout un débat de députés de l'époque, notamment à gauche, qui parlaient ouvertement de guerre d'Algérie. Bon, ce qui était un mot qui n'existait pas entre 1954 et 1956. Et l'utilisation du terme guerre d'Algérie à l'époque, en 1956, apparaissait comme profondément révolutionnaire, puisqu'on reconnaissait l'existence d'une guerre. Ce qui était nié, vous voyez, pendant 2 ans. Donc vous voyez, une évolution aussi du positionnement du mot dans les contextes historiques particuliers. Après, le mot guerre d'Algérie s'est imposé par le livre de Jules Roy, La guerre d'Algérie, qui est paru en 1959. Et là, il l'a popularisé, et 5 ans plus tard, en France, le terme s'est imposé complètement dans l'espace public par les livres d'Yves Courrière, qui sont sortis en 1967 et qui a imposé définitivement, enfin, pour l'instant, le mot de guerre d'Algérie, mais contesté, bien sûr, maintenant, par ceux qui sont partisans de signaler que c'était une guerre d'indépendance, une guerre nationale, etc., etc. Vous voyez la guerre des mots autour de la définition du terme. Merci. D'abord, je voudrais remercier. Il faut parler près de la bouche. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Merci. Donc, je suis Monsieur Saïd, je suis ministre conseiller à l'ambassade d'Algérie. Parlez très près de la bouche, très très près. J'espère que vous allez m'entendre cette fois-ci. Allez-y. Est-ce que c'est mieux maintenant? Merci donc de cette invitation. Merci de nous avoir permis d'être là. Je voudrais féliciter nos 2 historiens qui viennent d'intervenir. J'aimerais faire juste quelques commentaires suite aux différentes interventions. On m'a posé la question en arrivant, c'est est-ce que c'est la première fois que vous venez? A priori, oui. Et vous parliez d'histoire parallèle. Et j'ai pris part à différents colloques d'histoire où il y avait sans doute beaucoup plus d'Algériens ou franco-algériens. Il peut y en avoir aujourd'hui. Ça, c'est intéressant, parce que je sens qu'il y a une volonté de part et d'autre de se rapprocher et de partager. Peut-être ce qui n'a pas pu être fait pendant la période de la colonisation, peut être fait aujourd'hui.
Il y a cette bande dessinée qui est très intéressante, il y a cette première raciste qui en fait va manger ses pâtisseries et côtoyer les Algériens, ou ce qui pouvait être appelé indigènes à une certaine époque en Algérie. Donc il y a pas mal de choses. Juste par rapport à l'appréhension de l'histoire, vous l'avez bien dit, M. Stora, je vais vous tutoyer là, en public. Et il y a les deux approches. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, et en dépit des efforts, puisque vous êtes de ceux qui peuvent traverser le miroir avec d'autres, mais la perception que nous avons de l'autre côté, et même pour ceux, et on est beaucoup à traverser ce miroir, c'est plus facile pour nous. Vous savez, on a tendance à dire... Un peu plus fort, s'il vous plaît. On a tendance à dire qu'on connaît un petit peu plus, à faire cet effort beaucoup plus facilement, mais il y a des différences, tant sur le vocabulaire, tant sur l'approche. Je vais commencer sur quelque chose. Guerre d'Algérie, guerre de libération, révolution. Et là, je vais vous renvoyer à la déclaration du 1er novembre 1954, donc la déclaration du FLN, là qui appelle les Algériens, toutes communautés confondues, musulmans, européens, juifs, à prendre part à la libération de l'Algérie. Ça c'est important, ça, on a tendance à l'oublier, parce que le nationalisme algérien était bâti, c'était un appel, le projet, c'était de bâtir une société multiculturelle, une Algérie nouvelle. Mais peut-être que nous étions dans les années 50-60, le monde n'était pas encore assez mûr. Alors on a vu, près de 50 ans après, l'Afrique du Sud, une autre issue à ce type d'histoire tragique, et sur la différenciation entre guerre d'indépendance, guerre de libération et révolution. C'est un deux en un, vous le savez. Et il y a eu différentes guerres d'indépendance partout dans le monde. Et en Algérie, il y avait ce projet de le nationalisme algérien, parce que c'était plus complexe, vous l'avez rappelé, 132 ans, colonie de population. Donc, l'objectif n'était pas de goûter le roum l'européen à la mer, mais de les garder et de bâtir une société multiculturelle. Donc, il fallait se libérer, mais en même temps, le mot révolution intervient ici. Il y avait certains archaïsmes dont il fallait se débarrasser, traditionnels, les archaïsmes et les inégalités du colonialisme propre, et même les archaïsmes de la société traditionnelle algérienne. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite observation. Il y a une dame qui a évoqué les Européens qui ont pris part, enfin qui ont choisi le camp de l'Algérie indépendante, comme quoi ils étaient oubliés du côté algérien. J'aimerais la rassurer, madame. Non, pas du tout. Jamais. Il y a eu beaucoup de personnes, des Européens d'Algérie, des Européens d'ailleurs, des Français de métropole, qui ont apporté leur contribution, et elle est plus que reconnue, parce que c'est un effort supplémentaire. Un citoyen algérien, c'est son devoir. Mais je voudrais la rassurer et lui réitérer que tant l'État que le peuple algérien n'oublie pas cela, cet effort-là. J'aimerais pas, je sais qu'on m'a laissé une petite marge de par ma fonction, je n'aurai pas de questions à poser, mais j'aimerais vous encourager à continuer. J'aimerais dire également que la visite du président Macron le 6 décembre à Alger a été très intéressante à plus d'un titre, comme l'a rappelé M. Stora, de part et d'autre de la Méditerranée. Depuis l'indépendance de l'Algérie, il y a une volonté d'aller de l'avant, d'envisager l'avenir. Qu'on ne le veuille pas, nous sommes liés. Ce n'est pas une question de sentiment, les liens. Je pense que tout le monde ici dans cette salle, j'ai entendu des commentaires, des bruissements, etc. Même l'accueil chaleureux que j'ai eu avec mon collègue ici, il y a tout cela. Donc il y a de belles choses à faire. Nous sommes liés par l'histoire, par des populations partagées, pas que les immigrés algériens ou les descendants d'immigrés algériens qui sont français aujourd'hui, mais également les Européens algériens, ça il ne faut pas l'oublier, les liens sont là. Regardons l'avenir ensemble, sans oublier l'histoire. Laissons aux historiens de travailler. L'histoire est ce qu'elle est. C'est vrai qu'en général, c'est le vainqueur qui écrit l'histoire, nous le savons, on l'a bien vu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais converger. Il y a des douleurs de part et d'autre, mais la colonisation ne se résume pas aux 8 ans de guerre de la guerre d'Algérie. Elle a commencé en 1830. Je m'en étais, je vous remercie. Et bonne continuation pour votre travail.
Merci beaucoup pour votre message, monsieur. Simplement un mot quand même par rapport à ce que dit monsieur le ministre conseiller. Il y a effectivement un aspect dans l'histoire intérieure algérienne qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le poids des traditions et de l'archaïsme qui a été soulevé par les nationalistes algériens eux-mêmes pour affronter ensuite l'histoire coloniale française. C'est-à-dire qu'ils avaient, dans le fond, à affronter en même temps deux obstacles. C'est-à-dire l'obstacle de la tradition, en fait, disons-le clairement, et puis en même temps l'obstacle colonial lui-même. Et c'est pourquoi la plupart d'ailleurs de ces jeunes qui ont engagé ce combat dans les années 50 étaient très souvent des jeunes extrêmement audacieux, de 20 à 25 ans, 30 ans maximum, et ils s'étaient très souvent d'ailleurs séparés de leur famille et d'une pratique religieuse rigoriste. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il soit juste historiquement de dire, par exemple, que ceux qui ont dirigé cette guerre d'indépendance étaient les ancêtres ou les apôtres, disons, du djihadisme d'aujourd'hui, comme on le dit trop souvent en France, parce que lorsqu'on connaît le parcours personnel de personnages comme aussi Naït Ahmed, comme Mohamed Boudiaf, comme Ali Haroun, comme Mohamed Harbi, comme d'autres, ils étaient extraordinairement éloignés de cette pratique-là. Leur histoire personnelle n'est pas du tout celle-là. C'est une histoire qui est celle d'un combat anticolonial, d'une fidélité aux siens, mais qui n'induisait absolument pas l'organisation d'une société intégriste telle qu'on a pu le voir plus tard. Ce n'était pas du tout leur combat politique, pas du tout. Donc, et d'ailleurs, certains sont toujours vivants, je pense en particulier à Ali Haroun ou à d'autres, et qui ont continué ce combat, effectivement, comme vous le rappeliez, de société plus ouverte. Maintenant, il subsiste dans la société algérienne d'aujourd'hui, bien sûr, des archaïsmes. Toujours, c'est une société qui a été paysanne, une société, disons, traversée, disons, par des croyances, des superstitions, des combats, des batailles. Et quelquefois, y compris pour les intellectuels eux-mêmes, c'est très difficile d'imposer des rationalités historiques, de montrer, disons, des épisodes historiques à des sociétés qui ne sont pas, disons, au même niveau, dans les mêmes rapports, dans les mêmes imaginaires que les sociétés européennes. Ce sont des histoires très différentes. Donc, vous voyez, j'insiste sur cet aspect aussi qui a été soulevé, de la double bataille, c'est-à-dire la question coloniale et la question de l'archaïsme, la question de la tradition. C'est pour ça que certains, en Algérie, ont parlé de révolution, bien sûr, parce qu'il s'agissait pas simplement de se débarrasser du système colonial, mais il s'agissait aussi de ne pas revenir à la situation de l'avant 1830. Je pense en particulier au grand livre de Mostefa Lashraf, qui s'appelle Algérie, Nation et Société, que je vous conseille de lire, qui est sorti très peu de temps après l'indépendance de l'Algérie, qui s'appelle L'Algérie, Nation et Société, aux éditions Aspero, de Mostefa Lashraf, et qui reprend très exactement toute cette problématique très compliquée de la construction de la nation algérienne. Oui, bonjour. Bon, je me présente, je suis le fils du sous-préfet d'Akbou en Kabylie, et il n'y a pas très longtemps, je me suis plongé dans les archives de mon père, qui avait tout gardé. Et c'est vrai que en approfondissant, je me suis aperçu qu'effectivement ce que vous disiez était important. C'est ce qui s'est passé en 1871 et 72, et qui permet de comprendre que la guerre d'Algérie, elle n'a pas commencé, même si les archives de mon père, c'est de 58 à 62, qu'elle a commencé effectivement avec des familles qui ont été françaises, qui ont été là parce qu'il y avait eu le soulèvement de 71 et le massacre, je dirais, des différentes tribus kabyles, berbères en Kabylie. Et qu'effectivement c'était le séquestre, et toutes les familles, je suis en train de retrouver des familles qui ont écrit aussi sur cette histoire-là, je dirais de 1872, où Akbou a été créé comme centre de colonisation, et Sédouk, Tasmalt, etc. Et je trouve que ce qui est important, c'est ce que vous avez dit, c'est de revenir, et quand on en parle avec les pieds noirs, de revenir avec ces familles qui sont arrivées en 1872 et que la guerre d'Algérie, au moins dans cette partie de la Kabylie, a commencé en 72. Donc je trouve que c'est vrai que ça nous permet de mieux comprendre et d'aller au-delà, je dirais,
des souffrances de 58 ou 62 et d'aller au fond du problème. D'autres questions? Oui. Une dernière question, Bonjour. Je voulais juste revenir sur un point. Vous avez évoqué la naissance du nationalisme français au XIXe siècle. Par le développement du nationalisme français au XIXe siècle, en expliquant qu'il souhaitait prôner l'idée d'un empire français, d'un empire colonial français. Pour tout un juste, si vous pouvez revenir sur cet élément, parce que pourtant le colonialisme a été prôné par la gauche, notamment par Jules Ferry. Ça a été expliqué par René Raymond dans Les droits en France. Donc juste si vous pouvez réexpliquer cet élément. Alors, moi, je ne peux pas faire un cours d'histoire à 11h du matin, l'espace national d'histoire et mémoire d'Algérie, sur l'histoire française et de la colonisation au XIXe siècle. Simplement quelques points très rapides. C'est vrai qu'en France, il y a eu une opposition entre ceux qui voulaient étendre l'Empire et ceux qui voulaient récupérer l'Alsace-Lorraine. L'Alsace-Lorraine, c'était la droite française, avec Déroulède en particulier, qui disait nous reprendrons l'Alsace et la Lorraine, c'est fondamental, c'est prioritaire. Et effectivement, ceux qui étaient plutôt à gauche à l'époque et qui disaient non, il faut qu'on étende la mission civilisatrice de la France, donc de la Révolution française, mais cette fois-ci aux colonies. Donc il y avait ce débat, je veux dire, entre droite et gauche, franco-français, qui permettait aussi, à travers ce débat, de fabriquer du nationalisme politique. C'est dans ce type de débat-là que s'est fabriqué le nationalisme français, grosso modo, entre les années 1850 et jusqu'en 1914, avec au centre de ce débat, pendant très longtemps, la question algérienne. Parce que Napoléon III, donc avant la République, voulait faire de l'Algérie, entre guillemets, un royaume arabe. Parce qu'il était en cela secondé par son conseiller Ismaïl Aubin, qui voulait, disons, qu'on établisse une sorte de royaume arabe, entre guillemets, qui soit allié à la France, mais en conservant une autonomie culturelle avec les chefs des grandes familles musulmanes. Et ce projet de Napoléon III n'a pas pu aboutir, précisément à cause de ceux qui étaient en Algérie opposés au fédéralisme politique, à la centralité. Ils étaient favorables à la centralité. Et ce sont les républicains, ou certains républicains, qui vont accentuer le côté de l'assimilation de la République, alors que d'autres républicains disaient non, il ne faut pas faire, par exemple en Tunisie, au Maroc ou en Indochine, ce que nous avons fait en Algérie, parce que c'était une erreur. La question de l'assimilation radicale de l'Algérie à la France ne peut pas marcher. Il faudrait créer des systèmes dits de protectorat. Et donc on a eu aussi, à l'intérieur de la gauche française, ceux qui étaient pour les protectorats et ceux qui étaient pour le rattachement direct administratif de l'Algérie à la France. Tous ces débats, disons, participent, encore une fois, de la fabrication de l'idéologie nationale en termes de grandeur, c'est-à-dire une grandeur géographique, une grandeur culturelle, une grandeur linguistique. C'était tous les débats de ces années qui vont grosso modo entre 1860 jusqu'en 1914, mais qui vont culminer en 1931 avec l'exposition coloniale à Paris. C'est le point où culmine l'idéologie coloniale de cette sorte d'empire qui devrait, théoriquement, dans l'esprit des promoteurs de l'époque, durer éternellement. C'était quelque chose qui était acquis de manière durable, éternelle, et on est passé effectivement des crânes de 1849 aux os humains de 1931, ce qui représentait un progrès quand même. Donc ils étaient vivants cette fois-ci, ils n'étaient pas tués, donc c'était un progrès. Donc on a, mais oui, il faut toujours être positif. Donc on est arrivé en 1931 à l'exposition coloniale, qui était considérée donc comme le sommet, le triomphe de l'empire colonial. Mais la suite, naturellement, vous la connaissez, puisque c'était en même temps qu'il y avait ce triomphe que naissaient les grands mouvements nationalistes dans ces années. En même temps, c'est-à-dire il y a le mouvement du Desto en Tunisie, l'étoile nord-africaine en France, le mouvement de Ho Chi Minh, et en Afrique bien sûr, avec la mine Sambor. Il y a eu, c'est concomitant, en fait, le triomphe, l'apogée coïncidait en fait avec le début de la crise de l'Empire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.